C'est toujours le cas. Je pense, oui, mais je suis plus là-dedans, donc je ne sais pas comment ça a évolué. Et donc, en fait, en 2 ans, on est passé de 2% à 40% de part de marché. On a vraiment tout pris le marché comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec les patrons? Alors, ce qui s'est passé avec les patrons, c'est d'abord ils m'ont engueulé en me disant, mais M. Courteau, on ne vous a jamais demandé de faire ça, vous vous rendez compte, vous gagnez de l'argent. Maintenant, on dépend des États-Unis, c'est absolument inconcevable. On vous a demandé de pousser la radiologie, etc. Tout le tas de points. Et en plus de ça, vous avez fait des interviews dans l'Express, etc. partout, sans vous demander, etc. Bon, enfin, tout ça, ça s'est passé. Le résultat pratique, c'est qu'en fait, grâce à cette percée dans la mammographie, d'ailleurs, General Electric, je commençais à leur piquer du business au Milwaukee. Donc, en fait, General Electric était les seuls plaindre à leur congressman, et finalement, tout ça s'est abouti entre Gomez, qui était le patron de la Thomson à l'époque, et Mitran, etc., qui, en fait, ont discuté de ce problème. Et finalement, Thomson et General Electric ont décidé d'échanger leur mauvais bébé. Donc la Thomson a racheté toutes les activités médicales de la Thomson, et Thomson a racheté RCA. Du coup, comme ça, je me suis retrouvé, heureusement, sans plus à m'occuper de tous ces problèmes, etc. Et j'ai finalement essayé, je vais finir parce que ça c'est important, c'est intéressant, j'ai toujours essayé de comprendre. Et pourquoi ces gens qui étaient intelligents? C'était vraiment, j'ai beaucoup appris. De leur côté, je peux les critiquer d'un côté, mais la cervelle, la capacité d'analyse, de mesure, etc., toute cette équipe, les mecs, ils étaient vraiment très forts. Et je me demandais pourquoi ces gens qui sont intelligents n'ont pas voulu faire cet effort pour aller dans la mammographie, pourquoi ils insistaient sur la résonance magnétique nucléaire. Et j'ai découvert le poteau rose. Finalement, en fait, ils avaient des subventions du gouvernement, s'étaient engagés à avoir tant d'unités de résonance magnétique nucléaire en fait, aux États-Unis et des scanners, etc. La mammographie, c'était pas dans le contrat, les mecs, ils avaient tout l'argent. Et le président de la CGR, la Thomson CGR, passait 50% dans les ministères. Et finalement, pour fermer l'affaire, quelques années plus tard, alors là c'est vraiment pour le poteau rose, je me retrouve dans l'avion à côté d'un gars. On discute, et le mec me dit, je dis qu'est-ce que vous faites? Ah ben le gars me dit, je reviens de la MBA interne de la Thomson. Ah j'ai dit, c'est intéressant, qu'est-ce que vous faisiez derrière? Ah ben on a eu une étude fantastique qui s'appelait le cas Courteau, la prise du marché en fait américain, etc. Alors je dis, ah bon, c'est intéressant, expliquez-moi. Alors c'était très beau. Alors là je me trouvais le génie, j'avais tout calculé, etc. Il ne m'avait jamais demandé comment ça s'était passé, pourquoi. Je vous ai raconté la raison. Ils avaient inventé tout le truc derrière, c'était très joli, et voilà ce qu'on apprend dans les MBA. À l'époque où la technologie, d'ailleurs, déjà à l'époque commençait à évoluer très rapidement, alors maintenant parlons-en, parce que maintenant la technologie évolue à une vitesse qui est tellement rapide que c'est une autre histoire. Pour ceux qui ne savent pas, RCA, c'était il y a des têtes blondes ici. Donc, RCA, c'était la boîte historique d'électronique grand public. Oui, il y avait aussi professionnels, la télévision. Ils avaient inventé la télévision, quasiment. Exact. Sarnoff, ça c'était un icône de trucs américains, un genre de General Motors de l'électronique, et d'ailleurs qui a suivi le même chemin que General Motors, sauf que cette fois-ci, au lieu que ce soit Renault qui achète General Motors, c'est Thomson qui a racheté RCA et qui est devenu Thomson. Rien. Oui, qui est devenu ça a complètement disparu. Donc après moi, quand je t'ai rencontré une deuxième fois, dans la vallée cette fois-ci, et non pas au centre commercial américain, à Neuilly, tu étais patron de CC même. Oui, ça c'était après. Donc j'ai été attiré dans la Silicon Valley par les venture capital dans la radiologie. Enfin, disons qui en fait c'était le groupe, le turnaround group d'H&Q, qui en fait réinvestissait dans les boîtes qui étaient en pleine difficulté. Donc en fait, ils revenaient avec de l'argent pour essentiellement essayer de sauver l'argent de l'investisseur principal qui était H&Q. Donc c'était les spécialistes du turnaround. Moi j'ai appris énormément. Et donc c'était une boîte ADAC Labs, donc j'étais devenu le vice-président de la radiologie dans ce truc-là. Et puis très honnêtement, j'en avais marre de la radiologie, tous ces trucs-là.
là c'était un petit peu fini, je voulais revenir vraiment dans la technique, et c'est là où j'ai rencontré donc Sissimel. Et en fait, par une annonce, en regardant une annonce, et là j'ai trouvé une petite boîte qui était en fait, le challenge qu'il m'avait donné était très simple, c'était des WC de la vieille époque. Il ne voulait plus mettre d'argent, il y avait 2 000 $ en banque. On dit Philippe, écoute, on t'embauche, on va te garantir ton salaire, mais il faut vendre cette boîte. Et donc la manière dont j'avais été contacté, c'est que le fondateur, le designer de la boîte, Hubert Lipinski, c'est lui qui avait mis l'annonce avec son propre argent parce qu'il ne voulait pas vendre la boîte. Parce qu'il croyait qu'il y avait une chose. Donc, par hasard, on est tombé là-dedans. Moi, je me suis tout de suite rendu compte qu'en fait, il y avait effectivement que le mail allait partir. Et comment est-ce que je l'ai deviné? C'est pas la peine d'être très, très malin. Je regardais nos clients, je les vois, nos premiers clients. C'était à la fin des années 80. C'est ça, oui. Et je voyais déjà qu'il y avait des boîtes comme Deloitte Touche, qu'il y avait des gens en fait pour qui le mail était important. Il y avait une boîte comme Acer, que vous connaissez très bien, qui était d'un autre client au tout début, qui utilisait le mail pour en fait court-circuiter, pour éliminer les coûts de fax entre Taïwan et les États-Unis. Donc en envoyant des mail attachments avec tous leurs trucs, tous leurs drawings et tout le temps. Qui a utilisé DOS ici? Oh là là. Non mais justement ça permet de... Donc, qui a utilisé Sissimel? Alors pour le reste de l'auditoire, c'était un produit absolument miraculeux sur DOS. C'était un produit où on pouvait faire tout avec un doigt. Hein, parce que dans ce qu'on appelle le workflow, oui, c'est-à-dire la suite des opérations à faire pour envoyer du courrier, répondre du courrier, chaque fois le menu, vous tapiez l'initiale, la première lettre de l'article dans la liste des menus, et se déroulait déjà tout présenté, préparé. La prochaine action, c'était une merveille, c'était rapide. C'était rapide. Si vous utilisez du mail aujourd'hui sur PC, vous n'avez aucune idée de ce que c'était qu'un mail rapide. Le mail aujourd'hui, je ne parle pas du mail d'Apple parce que les malheureux qui utilisent comme moi le mail d'Apple savent à quel point c'est dangereux. Mais c'était d'une rapidité. Et moi je me souviens, j'avais été. Et c'est grâce à. Et j'avais ma petite boîte, j'avais commencé. Et c'est Philippe qui nous a fait cadeau. Oui, le remote. C'est Philippe qui nous a fait cadeau de Sissimel. Absolument, exactement. Et qui a envoyé de ses collaboratrices installer Sissimel, collaboratrices que j'ai ensuite Karen Richardson, qui est maintenant patronne. C'est vrai, ça je l'avais oublié. Qui est maintenant patronne d'une boîte de software qui s'appelle Epiphany. Oui, enfin, oui, Epiphany. Qui a fait une très belle trajectoire. Voilà pourquoi je connais un peu plus Sissimel que la mail des gens. Alors qu'est-ce que tu en as fait, Sissimel? Sissimel qui est intéressant. Donc au début, comme j'avais 2 000 $ en banque, je suis allé voir en fait tous nos distributeurs, je leur ai dit toujours la même chose, écoutez-moi, passez-moi les commandes, etc. Donc j'ai fait un deal avec eux, j'ai ramassé. Donc je leur ai passé tous les petits comptes qu'on avait. Bon, j'ai réussi à récupérer 300 000 $ en fait des distributeurs. Et puis ça m'a permis, donc effectivement, parce que je ne voulais absolument pas vendre, alors les WC c'était toujours sur moi, les Philippe, quand est-ce qu'on va vendre, etc. On les connaît, c'est vrai. Mais ça dépend, il y a des bons, il y a des mauvais, c'est comme tout. Et donc ils m'empoisonnaient. Mais donc j'ai commencé, je suis allé voir ensuite pour retrouver de l'argent encore, je suis allé voir Deloitte Touche. Et je leur ai dit quelle est en fait, parce qu'ils étaient vraiment très engagés, quelle est en fait la chose qui vous manque le plus. Et donc ils avaient dit c'était le Central Directory. Okay, donc je leur ai récupéré, je leur ai dit on va faire un deal avec vous, vous me payez X en avance, et puis moi je vous donne tout le truc gratuit, vous devenez notre design partner, etc. Donc ils étaient d'accord, ils m'ont donné 300 000 $ en plus, donc là déjà j'avais 600 000 $, c'était déjà mieux. Puis donc on a lancé le truc comme ça. Et alors le gros coup qu'on a fait du point de vue de marketing, c'est en fait de se rendre compte que Novell était en fait le canal de distribution en fait idéal, mais pas direct. Donc on est allé, on était tout petit, on était 12 personnes. Donc on est allé dans tous les Novell user group en faisant comme Jésus-Christ et les apôtres, aller un petit peu faire de la promotion de Sissimel partout dans tous ces user groups de Novell. On est devenu d'ailleurs l'applicatif et tous les vendeurs de Novell sont devenus nos vendeurs parce que pour eux, c'était l'application qui tirait bien évidemment le network. Parce qu'on est passé bien évidemment du LAN au WAN, etc.
C'était toute cette construction de cette infrastructure. Donc on avait toute la force de vente de Novell pour eux, à tel point que lorsque les grands patrons de Novell qui ont fait tellement de bêtises au bout du compte, comme vous le savez, et en fait, ils essayaient de pusher leur standard MHS et puis tous les applicatifs qui marchaient dessus. Donc, en fait, on était absolument contre. On était absolument la société en fait à détruire. Ils ne sont pas en fait arrivés parce que leur force de vente nous recommandait tout le temps. Donc, parce qu'on était l'application en fait rêvée, comme VisiCalc a été l'application qui a tiré en fait fondamentalement Apple Computer, en fait, disons, tous les PC au début. Et donc ça nous a réussi, on a pris marché. Et puis ensuite, l'autre chose qui est arrivée, qui est intéressante, c'est que toutes les gros sont venus. Alors les gros, IBM avec Office Vision, Microsoft, etc. avec leurs trucs. Et puis on commençait à avoir de plus en plus de grosses commandes jusqu'au jour où toutes nos commandes s'arrêtent, en plein mois d'août, etc. On devait avoir des commandes de la Bank of Boston, etc. Plus rien. Les mecs nous appellent, écoutez, il y a des choses qui sont passées dans le marché, on est en train de regarder d'autres solutions, qu'est-ce que c'est. Ils ne voulaient pas nous dire, non, on est under NDA, tout un truc. Et puis, un jour, je reçois en fait un coup de téléphone de la personne de la Bank of Boston, d'ailleurs, qui m'appelle et dit, Philippe, est-ce que tu peux me donner ton adresse email, ton adresse personnelle à la maison, etc. Et je lui dis, oui, bien sûr, pourquoi? Il me dit, parce que je voudrais t'envoyer en fait un pli, un document dont je ne suis absolument pas, normalement, je ne devrais pas te le communiquer, mais je trouve que ce que la boîte en question, comme tu le verras, ce qu'elle fait, c'est assez dégueulasse. Je trouve que c'est scandaleux, donc je vais te l'envoyer. Quelques jours plus tard, je le reçois, c'est un joli document de Microsoft qui comparait leur application mail du futur avec l'application CC-Mail du présent. Bien évidemment, alors toutes les cases étaient de leur côté, puis nous on avait quelques petites cases de l'autre côté, et c'était lancé dans une énorme campagne sous non-disclosure pour essentiellement essayer donc d'arrêter le développement donc, de CC-Mail et de promouvoir leurs nouvelles solutions qui soi-disant, etc., etc. Et donc j'étais prêt en fait, alors j'ai regardé tout ça, j'étais prêt de les porter en fait en justice, non pas que j'espérais grand-chose, mais pour faire la publicité, ça ne coûte rien quand vous êtes petit. Et puis alors là, j'étais une semaine avant de leur lancer l'injunction, etc., pour qu'ils arrêtent leur saloperie, que je reçois en fait un coup de téléphone de la Bank of Boston qui me dit, ben, finalement, Bill Gates est venu nous voir, on lui a demandé où est-ce qu'il en était, c'est toujours absolument pas, donc nous, en fait, on va aller donc avec vous. Alors je dis, ah, bon, très bien, j'ai arrêté, et puis j'ai appelé tous les autres, en leur disant, ben voilà, la Bank of Boston. Donc ce qui s'est passé, c'est que le Bill Gates, je l'ai forcé à aller dans tous les autres comptes sur lesquels ils avaient vendu sa salade, et pour essayer qu'ils montrent. Et puis moi derrière, avec 5 vendeurs, on a fait 250 fortunes de 1000 en l'espace de 6 mois, quelque chose comme ça, parce que j'ai utilisé fondamentalement toute l'énergie que Microsoft avait fait pour essayer en fait de nous détruire. Et donc, avec 5 vendeurs, Bill Gates m'avait fait le terrain. Et bien évidemment, il n'avait pas l'applicatif, parce que l'application mail, en fait, à l'époque, était une application qui demandait, bien évidemment, la connectivité entre DOS, entre Windows, entre Mac, etc., que nous avions. Et puis donc, pour finir l'histoire avec le CC-Mail, donc quelques mois plus tard, je reçois un coup de téléphone. De Jim Manzi. Non, ça c'est venu après, ça c'est mon erreur de jeunesse, mais ça c'est autre chose. Je finirai là-dessus sur le truc de CC-Mail avec l'histoire de Manzi. Vous allez voir comme la vie dans la technologie est assez fascinante. Sur certains aspects. Donc, je reçois un coup de téléphone de Microsoft. Alors, Microsoft qui avait décidé de nous racheter.